comprendre de plus en plus ce dont les gens ont réellement besoin. C'est pas du tout ce dont ils pensent avoir besoin, quoi. La personne, tu dis ok, mais maintenant du coup on va parler de ton offre. Et là t'as le client, il dit ok, c'est quoi une offre? Tu dis ah d'accord. La plupart des turbo milliardaires qu'on connaît ont commencé en mode porte-à-porte. Le truc c'est que les gens analysent ça en mode oui, il faut avoir fait du porte-à-porte, il faut avoir fait le truc à dire. Non. Les gens passent énormément de temps sur des choses complètement avec très peu d'impact. Dès qu'ils décrochent le téléphone, le projet devient vrai en fait. Et c'est plus juste du fantasme de je veux entreprendre. C'est ça y est, je suis dedans. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment de ton côté Bah écoute, en ce moment, focus sur le mastermind, sur le programme, sur mon programme le plus avancé. Niveau boulot, c'est vraiment, je me suis remis les mains dedans. Ça faisait longtemps que, en fait, j'étais plus opérationnel dans ma boîte. En mars de l'an dernier, je lance ce produit et du coup, je me remets à faire du conseil, à ausculter des business, et en fait ça me manquait de ouf, et ça marche super bien parce que justement l'équipe sur l'incubateur, donc notre programme le plus distribué, il est en fait l'équipe elle est géniale et je suis très peu sollicité. Enfin c'est trop bien, j'ai une belle boîte d'un côté et j'ai mon solo business de l'autre, et donc je suis ultra content. Je spoil un petit peu, mais l'incubateur est pas lié au mastermind. En fait aujourd'hui on a encore personne qui est passé qui s'est formé avec l'incubateur et qui du coup va accélérer grâce au mastermind. Il y a un grand écart qui est beaucoup trop grand encore pour le moment. On va le résoudre ça, mais ça sera peut-être le sujet 2024-2025 d'avoir un truc entre les deux. Mais non, l'incubateur on est vraiment très early. C'est vraiment de l'envie d'entreprendre. Je viens de trouver des solutions pour simplifier tout ça, passer à l'action, avoir du conseil pertinent et trouver mes premiers clients. C'est vraiment ça l'objectif. Donc c'est vraiment du passage à l'action. On est soumis aux règles de France Compétences, donc ils appellent ça de l'aide à la création et reprise d'entreprise. On est pile poil là-dedans. Et donc voilà. Et le mastermind, c'est des profils qui vont faire du service ou qui vont vendre des formations, hein, clairement. Ils démarrent à peu près à 250 cas par an, et les plus gros, ils font 15 millions. Donc ouais, il y a vraiment un grand écart entre ces deux publics. Ouais. D'accord, ok. Ça m'intéresse qu'on discute des deux. Parce que Gel Mastermind, il y a un marché du mastermind qui est en train de se développer de fou. Et pour moi, c'est un excellent moyen. Franchement, alors je te le dis, je connaissais pas du tout. J'ai été invité en tant que guest, donc j'ai même pas expérimenté en tant que participant en tant que tel, en tant que client. Le mastermind, par contre, je l'ai constaté un petit peu. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce que le mastermind a tendance à t'apporter en tant qu'entrepreneur, notamment sur la partie soutien pédagogique, psychologique, qui est très pénurique quand t'es entrepreneur. Ouais, donc ça m'intéresse qu'on y revienne. Comment t'es venu l'idée de te dire ouais, vas-y go, on va créer un incubateur pour aider les gens à monter leur boîte? En fait, c'est fait de manière un peu empirique. Alors moi, je suis dev de formation. J'ai lancé plein de projets en mode éditeur. J'ai fait un peu de presta évidemment en même temps que l'école d'ingé pour ça m'évitait d'aller bosser chez McDo. En fait, valait mieux que je fasse un site, ça faisait l'équivalent de 3 mois de paye chez McDo, quoi. Donc ça m'allait très bien. Donc je faisais des sites, je les ai fait pour des clients, je les ai fait ensuite pour moi en mode e-commerce, muse, un peu revenu passif, etc. Et puis je me suis retrouvé à donner des cours dans une école. J'ai l'impression que tous les mecs qui sont passés par mon école d'ingé, ils sont tous retrouvés à donner des cours dans la même école, tu vois. Donc bon, donc ça s'est passé comme ça. J'ai eu l'opportunité ensuite de développer ma formation sur WordPress. Justement, c'était le sujet sur lequel il me faisait confiance pour coacher les élèves, et donc on s'est mis à faire de la formation WordPress. Donc j'apprends à créer mon site, etc. Tu te rends compte en consulting ou en coaching, on peut appeler ça comme on veut, que la personne, tu dis ok, mais maintenant du coup on va parler de ton offre pour la mettre sur WordPress, t'expliquer comment tu vas pouvoir la mettre en valeur sur ton site, etc. Et là t'as le client, il dit ok, c'est quoi une offre? Tu dis ah d'accord. Et tu te rends compte en fait que très souvent le site web pour la TPE, le solopreneur, ça va être le premier élément qu'il va réaliser pour concrétiser son projet. J'ai un peu l'impression que c'est un peu la première pierre à chaque fois. Et donc ça permet en fait de rendre visuel le projet. Et on s'est rendu compte qu'on faisait clairement, on aidait les gens à construire leur offre. Donc on faisait pas que du WordPress, on allait bien en amont. Ensuite, il fallait qu'ils déposent les statuts de leur boîte, qu'on les conseillait sur le choix, etc. Et donc de manière empirique, ça s'est fait comme ça. On a dit attends, en fait, on les forme plus à faire de l'entrepreneuriat carrément faire du WordPress. WordPress, c'est juste la carrosserie, mais tout le moteur, on les aide à le designer. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait, assez simplement. Et du coup, on a arrêté de former à WordPress, on a formé directement à l'entrepreneuriat et on s'est staffé pour ça. Ok. Vous avez lancé ça quand? On a lancé ça mars 2021. 2022, pardon. Ouais, 2022. Là, niveau chiffre en mode flex, là? Ouais, là, on a dépassé les 7000 membres. Donc nos formations, elles sont vendues entre 1500 et 2500. On fait une année qui est moins impressionnante que celle que l'an dernier, mais c'est clairement choisi. L'an dernier, on a eu plein de merde, toutes les conneries qui sont possibles d'avoir avec le monde de la formation pro. Alors, évidemment, il y a des dispositifs de financement type CPF, OPCO, machin. On a eu tous les problèmes qui étaient possibles d'avoir. Ça s'est toujours bien fini, mais du coup, on a dit on va y aller un peu moins fort.
Et cette année, je pense qu'on a trouvé notre bon équilibre entre la croissance et le confort, quoi. Et l'inconfort surtout. Et donc cette année, on a un bon rythme. Et donc voilà, donc 5000 clients la première année, et là on va faire, on a fait le reste cette année-là. Ok. T'as pu créer un beau momentum déjà la première année. Belle preuve de concept aussi. Et puis là maintenant, tu repars sur un rythme un peu plus sain, un peu moins galère, quoi. Ouais, exactement. On comprend de plus en plus ce dont les gens ont réellement besoin. Et c'est pas du tout, et ça c'est un peu classique dans nos métiers, c'est pas du tout ce dont ils pensent avoir besoin, quoi. Et il y a vraiment un gap qui est vraiment énorme. Et j'en remarque que plus tu t'adresses à des gens qui sont au démarrage, plus ce gap il est grand en fait. Et donc on comprend de mieux en mieux ce qu'ils veulent, et donc on a un NPS qui est super bon parce que justement on les comprend de mieux en mieux, et on travaille en continu là-dessus, quoi, sur leurs attentes. T'as des exemples justement sur ce delta? Ouais, par exemple, les gens passent énormément de temps à choisir sur des choses complètement avec très peu d'impact, genre rédaction statut, choix de la forme juridique, et en fait c'est du refus d'obstacle. Quand on bloque là-dessus, quand on leur explique en fait ouais, c'est important de s'y concentrer, et on va expliquer le 20-80 du truc, mais on n'a pas besoin d'être plus juriste que le juriste. On a juste besoin de très vite aller sur le marché. Bon, ça, par exemple, on est sur un refus d'obstacle de dingue. Tu vois, ça, on le sait. Pareil, au niveau de la vente aussi. Au niveau de la vente, les blocages qu'il y a autour de ça, c'est un truc de dingue. Le fait de décrocher son téléphone, les gens nous remontent des problèmes de conversion, mais il y a surtout des problèmes de passage d'action. Et ça, tu vois, c'est clairement les grosses erreurs qu'on remarque le plus souvent. C'est le refus d'obstacle, quoi. C'est vraiment ça. La plupart des turbo-milliardaires qu'on connaît ont commencé en mode porte-à-porte. Le truc, c'est que les gens analysent ça en mode, oui, il faut avoir fait du porte-à-porte, il faut avoir fait le truc à dur. Non, ce que ça dit, c'est que c'est des gens qui, dès le démarrage, avaient un biais très fort pour le passage à l'action, justement. C'est des gens qui avaient pas peur d'y aller et de se confronter à ce à quoi la plupart des gens ont peur, c'est le refus, c'est le non. Ils ont absolument pas peur de se manger le refus de la façon la plus frontale possible. Et en fait, effectivement, quand t'as peur de décrocher ton téléphone, c'est parce que ton ego te dit que tu flippes à l'idée de te recevoir un non, en fait. T'as peur de ce que ce non va dire de toi, alors qu'il ne dit rien du tout de toi. Il dit juste que tu t'es confronté, en fait, à une éventualité, et cette éventualité, te rapproche du prochain oui, en fait, c'est tout. C'est tout ce que ça dit. Et donc, en fait, vous l'avez engineer, en fait, ça. Ce recueil de feedback-là, cette analyse-là. En fait, alors déjà, au départ, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce phénomène-là. Et parce que je l'ai pas vécu personnellement. C'est-à-dire que quand moi, je me lance, j'ai 19 ans, je suis dans une école qui est plutôt cool, j'ai un appart qui est payé par le rugby, parce que je joue dans un club qui me permet d'être bien aidé. J'ai mes parents derrière, situation qui est cool. Je me mets à faire des sites web, à développer des trucs. Déjà, j'ai aucun risque. Du coup, j'y vais. Je suis insouciant total. Donc, j'ai pas ce problème de passage à l'action. Donc, là, aujourd'hui, moi, mes clients, c'est des gens qui ont des gosses, crédit, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que s'ils veulent pas ils passent beaucoup trop de temps par rapport au sujet concerné, ou s'ils veulent pas prendre d'appel, etc. Même si on leur dit que c'est le marché qui va arbitrer, en fait, ce qu'ils font. En fait, ce qui se passe, c'est même au-delà, c'est que dès qu'ils décrochent le téléphone, le projet devient vrai, en fait. Il devient réel. Et c'est plus juste du fantasme de je veux entreprendre. C'est ça y est, je suis dedans. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, moi, le truc qu'il faut arriver à surmonter. Ils vont clairement réaliser le projet d'une vie. Presque, on ridiculise le fait que ça soit ça. On le désacralise, du moins. C'est plus le bon terme. Et on leur dit, OK, et donc on démarre le plus petit possible, évidemment. Mais c'est ce côté, je me colle l'étiquette sur la tête de ça y est, j'entreprends. Et donc, ça y est, je peux vraiment enfin me louper, quoi. C'est un peu ça la peur qu'il y a derrière. Donc ça, on le remarque. Et donc, moi, vu que je l'ai pas hyper bien vécu, tout le staff, l'équipe pédagogique, enfin, je l'ai pas vécu personnellement, pardon. L'équipe pédagogique, elle est hyper forte, justement, pour justement comprendre ça. Et les aider justement à désacraliser ce passage à l'action et l'étiquette qui se colle eux-mêmes sur le front. Donc c'est un grand jeu. C'est quoi les pensées limitantes principales que tu repères, que t'as identifié chez tes clients? Déjà, le truc de base, c'est vouloir le setup parfait du premier coup. C'est-à-dire que mon idée, la façon dont je l'imagine aujourd'hui, c'est celle qui me rendra riche, en fait. Riche, ou celle qui me rendra entrepreneur, du moins. Ça, c'est le truc le plus fréquent. À quel degré de fréquence? Que moi, c'est à vous qu'elle m'impressionne, celle-là. Ouais, franchement, j'ai envie de dire, je sais pas, c'est 7 sur 10 minimum. C'est vraiment énorme. Après, c'est très bien d'avoir une vision de ce qu'on veut faire, c'est très bien, voilà, mais faut pas tomber amoureux du véhicule, quoi. Il faut tomber amoureux de la destination, quoi. Donc ça, c'est très souvent. Ensuite, toutes les peurs liées à la vente, parce que vendre, c'est pas forcément mal. On n'est pas obligé d'être le loup de Wall Street aussi pour vendre. Forcément, on entend Jules qui nous donne des conseils avec toi sur. Forcément, tu dis waouh, le mec est trop sharp, trop précis, etc. Chez nous, pareil, on a Florian qui donne des conseils et tout, mais en fait, c'est surtout comprendre les gens, quoi. Enfin, c'est assez classique, quoi. Et puis si on est passionné, qu'on est sûr de ce qu'on vend, en fait, logiquement, ça se fait. C'est une conversation. Voilà, c'est pas taux de transfo de 30% ou 40% à chaque fois, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc la peur de vendre et puis la peur de communiquer sur l'expertise.
expertise, que ça soit se montrer et ensuite donner son avis, avoir une thèse sur son marché, avoir une opinion tout simplement et communiquer dessus. Donc ça, c'est les 3 grands trucs qu'on voit tout le temps. Et d'ailleurs, le bootcamp, il est basé là-dessus, quoi. Ok. En fait, tu soignes l'angoisse par l'action, quoi. Ouais. Il faut vraiment démarrer petit, quoi. C'est vraiment le premier truc. Nous, quand on demande, quand on explique, ça y est, on est dans une phase de commercialisation, il va falloir transformer cette idée-là en chiffre d'affaires. Bah, ce qu'on commence, c'est déjà premier cercle. On démarre en mode coquille d'escargot, je démarre au centre et puis je complexifie. Mais au départ, c'est premier cercle, business WhatsApp, quoi. Je veux dire, je deviens architecte d'intérieur ou je deviens coach sportif, bah, je commence à aller voir des gens qui me font déjà confiance, qui m'attribuent déjà un certain niveau d'autorité, un certain niveau de sympathie, avec qui j'ai des histoires, avec qui je pourrais avoir des prétextes pour justement rentrer, casser la distance. Des anecdotes, des trucs comme ça, et on commence comme ça. Et on va pas de suite faire de la prospection LinkedIn ou faire des ads sur Meta. On le fait après ça. Mais on commence, on joue les coups faciles, quoi. Je sais pas d'où vient ce fantasme-là de la complexité, ce fantasme-là, et puis ce fantasme-là aujourd'hui très digital, très numérique, de c'est directement tout automatisé, de se sortir le plus possible du cambouis, en fait. Exactement. Je peux comprendre la romantique derrière, mais j'ai du mal à comprendre en quoi les gens peuvent se dire que ça fait sens. En fait, je pense que c'est l'enjeu qu'ils mettent derrière. Moi c'est mon avis là-dessus. Si vraiment ce projet va me sauver la vie, va changer, va me permettre d'obtenir la liberté, etc. Et c'est un peu ce qu'on leur vend. C'est un peu la promesse qu'on leur vend. C'est obtiens ta liberté, fais ce que tu veux, gagne en souveraineté économique, souveraineté géographique, tu peux faire ce que tu veux, tu peux décider de travailler avec qui tu veux, etc. Ben derrière ils mettent un enjeu de ouf. Et donc cet enjeu, je pense qu'ils acceptent pas qu'il soit. En fait, en gros, il y a un effort obligatoire. Ça peut pas être simple. Simple, ça serait tricher, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et puis, il y a moins on passe à l'action, plus on complexifie, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. On le voit. Si là, on décide de lancer un truc maintenant, il y a de fortes chances qu'on le fasse de manière vraiment très simple, un peu naïve. Et il y a de fortes chances que ça marche beaucoup plus que si on se planifie de le lancer dans 2 mois, quoi. Donc c'est assez drôle, ouais. Hey, c'est Benoît. J'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Pépite ce que tu dis sur le business WhatsApp, parce que ouais, il n'y a pas plus fondamental que de se confronter le plus vite possible au marché. Si même votre entourage n'est pas soit acheteuse, soit avenante à l'idée de vous aider à trouver vos premiers clients ou quoi, c'est déjà un signal en soi, quoi. Ouais. C'est déjà un signal. Si tu avais un plan d'action à donner, ce serait quoi? La liste des tâches très protocolaires que tu recommanderais à quelqu'un qui justement là qui nous écoute, qui aimerait tester son idée, qui aimerait potentiellement trouver ses premiers clients, qui a vraiment un stade très early, tu vois. Et ce serait quoi vraiment la liste de X tâches que tu lui donnerais? J'aime bien me playbookiser. Du coup, j'ai repris ce terme que t'as dit l'autre jour à Bordeaux. J'aime bien me playbookiser justement ce que l'on va faire, parce que je trouve que c'est vachement plus simple d'itérer sur une feuille A4 qu'en fait d'itérer dans quelque chose d'assez abstrait que j'ai au fond de ma tête. Donc, premier truc que je fais, nous on le fait, c'est le manifeste. C'est en gros un peu la mission de ce que je vais faire. Même si je fais quelque chose de très basique, architecte d'intérieur, je l'ai pris pour exemple parce que justement on a de super succès sur cette thématique-là. Coach sportif, voilà, c'est deux publics qui sont assez représentés dans notre clientèle. En fait, c'est quelle est mon intuition sur l'évolution du monde et pourquoi en fait mon sujet va permettre de faire d'accompagner ce monde qui change. Assez basique. Ça fait un peu bullshit comme ça, mais en fait c'est hyper important de passer du temps là-dessus, de poser ça, parce que en fait ça va donner une thèse, et quand je vais angler mon discours, en fait je vais l'angler par rapport à cette thèse-là. Donc c'est pas un truc qui prend très longtemps à faire. Il faut se poser 1 heure et puis bosser là-dessus. Il y a 4-5 grands passages et puis c'est très simple. Ensuite, ça c'est ce que je veux réaliser parce que c'est important de le faire. Et ensuite, la façon dont je vais le distribuer, ensuite c'est le positionner, trouver une cible, trouver son problème, assez classique, mais ça t'en parles hyper bien. Et puis accepter que c'est forcément, on va partir sur une intuition, mais ce sera forcément autre chose qui fonctionnera. Et il faut le prendre comme ça. S'il y a quasiment
aucune chance que notre intuition de base soit celle qui fonctionne, mais il faut partir d'un sujet pour pouvoir itérer par la suite. Donc c'est assez classique. Et ensuite, micro CRM, Notion ou autre chose, je liste 40 contacts qui peuvent devenir soit vécu le problème, soit qui peuvent devenir des prescripteurs. Et moi, je mets vraiment le doigt sur le côté prescripteur. Il y a des énormes boîtes qui ont monté des empires par du MLM. J'ai envie de dire, tous nos business devraient être un petit peu du MLM. Moi, je le vois comme ça. Et ensuite, demander du feedback et surtout jouer sur le côté très flatteur du fait de donner un conseil. Quand je te demande, Benoît, j'ai une idée. Est-ce que du coup, de par ton expérience, tu pourrais me mentorer, tu pourrais me donner 2-3 conseils pour réaliser ça? En fait, ça va te flatter. Et très souvent, quand on donne des conseils, c'est des conseils, on est content de les donner pour nous-mêmes et non pas pour celui qui le reçoit. Tant mieux pour celui qui le reçoit, mais au fond, c'est quand même auto-centré. Et donc, il faut jouer là-dessus. C'est complètement ok. Donc, chercher de la prescription plus que réellement de la clientèle au départ. Si j'arrive à avoir un prescripteur qui m'amène 10 clients, c'est bien mieux que si je lui vends une fois un truc, quoi. Donc c'est assez classique, quoi. C'est vraiment je pose ma thèse, je définis une cible et puis ensuite très vite je vais la rencontrer, quoi. Cette idée de la thèse est fondamentale. Enfin, elle est super intéressante. Pour moi, elle change absolument tout, en fait. Tu revois le paradigme du marketing où ta boîte, ce que tu fais, c'est un combat que tu mènes pour mener à bien un changement que tu juges nécessaire pour le monde, et ce que tu vas vendre, ça va être autant d'armes dans ton attirail qui vont permettre à ton audience de mener ce combat à bien. Ce combat à bien. Et là, en fait, découle de ça une narrative, un storytelling, mais surtout une conséquence logique, en fait. Vendre et donc acheter et consommer ton produit est une nécessité, quoi. Là, tu facilites de fou la vente. Et surtout, tu la rends pérenne parce que toi, tu vas continuer d'y croire sur la durée, quoi. Et tu seras plus dans une logique purement commerciale, mercantile. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Et surtout, dans ce qu'on vient de dire, là, à aucun moment, on a parlé de comment on allait résoudre le truc. C'est juste pourquoi il faut le résoudre. Et notre intuition sur l'impact que le problème qu'on veut résoudre comment va évoluer, en fait, ce problème-là et pourquoi il faut le résoudre. Mais après, moi, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs. Toi aussi. On le fait de manière différente. Tu le fais à travers toi du mentorat. Enfin, je sais pas comment. Oui, on peut l'appeler mentorat, du consulting. Moi, je le fais à travers, du coup, des bootcamps. Et puis, je le fais à travers un mastermind. Mais au final, qu'est-ce qu'on est en train de résoudre? On est en train de résoudre des problématiques de croissance chez les entrepreneurs. Et ce qui compte, c'est la promesse qu'on leur vend. C'est la destination. Le véhicule, il y a des personnes avec qui il va falloir passer du temps one-one, d'autres avec qui il va falloir constituer un groupe et d'être plus dans l'ordre du mastermind, d'autres qui on va proposer des vidéos à regarder. Peu importe, ce qui compte, c'est vraiment de résoudre le truc. Ce que j'adore, c'est le côté extrêmement cartésien de cette approche-là. Vous avez fait remplir beaucoup trop de SWOT aux gens, les... Ouais, c'était ouf. Ah ouais, 1000% d'accord. Ouais, c'est clair. Ce que j'adore, c'est que, il y a pas de matrice, il y a pas de truc pompeux. Non, à un moment donné, tu y vas, tu te confrontes, en fait. C'est de la confrontation. Là, aujourd'hui, ça serait quoi les anecdotes que t'as, justement, tes plus belles réussites de clients? Par exemple, on a Julien qui est un super graphiste, genre en mode c'était le super freelance. Et le truc c'est que passer 600 euros, il est à Bordeaux, passer à 600 euros de TJM pour lui déjà c'était un monde. Donc il fallait augmenter, il fallait multiplier par 2 son TJM. C'était donc le TJM ce qu'il facture à la journée. Et en fait en productisant en fait son service, c'est-à-dire en lui proposant en fait de plus vendre du TJM et de vendre le fait de créer son MVP en 5 jours. Il fait du Figma, hein. Donc il accompagne, au lieu de le faire tout seul chez lui, il le fait sur Zoom avec ses clients et il accompagne les gens à créer le MVP. C'est les meilleurs MVP en plus qui sont, enfin moi je suis bluffé par son travail. En productisant son service, il a fait péter toutes les barrières qu'il avait sur son prix, sur le temps de livraison, sur sa prospection, etc. Parce qu'ils vendaient plus à lui. Donc là, par exemple, tu vois, c'était un changement quantique en termes d'identité. Ils vendaient plus à lui. Donc là, il accepte de communiquer au nom de sa boîte. Il accepte de recruter. Il accepte donc de prospecter. Enfin, en gros, pourtant, il fait la même chose. Et le fait d'avoir recréé l'emballage de son expertise, ça l'a fait pas x10, enfin j'en sais rien, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, ça a été vraiment hyper impactant comme transformation. Sinon, on a aussi deux personnes parmi nos clients qui étaient spécialisés eux dans l'accompagnement de mandataires IMO. Un mandataire IMO, c'est quoi? C'est un commercial. Et donc du coup, ils ont pivoté, ils ont transformé ce qu'ils font en cabinet de recrutement de commerciaux, avec en plus une innovation d'usage où en fait l'entreprise qui recrute n'a pas à payer
n'a pas à payer pour voir. Mais là aussi pareil, c'est quantique en fait comme transformation. Ils ont clairement déjà réutilisé l'audience qu'ils avaient sur les mandataires IMO, puis ils sont allés en chercher d'autres, et puis ils ont un produit qui est juste ouf. Ils galéraient à recruter des mandataires IMO. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple pour eux d'aller recruter des commerciaux pour le compte de leurs clients, parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'offres sur la plateforme, puisque ça coûte rien à l'entreprise. Donc vraiment l'innovation d'usage, pivot, enfin c'est vraiment juste le pivot. Et là, t'as vraiment l'impression d'être un peu comme un ostéopathe quand t'as tu vois, qui débloque qui te fait craquer le truc. Et de suite, tout va mieux. Nous, quand on arrive à obtenir ça, c'est un kiff énorme, quoi. C'est quoi tu parles d'ostéopathie, donc il y a une méthode derrière. Comment tu diagnostiques ces blocages-là? La capacité à l'autodiagnostic, c'est vraiment game changer, en fait. Comment ce serait quoi les pistes que tu pourrais donner à quelqu'un pour potentiellement autodiagnostiquer, si c'est faisable? Dis-moi si ça l'est pas. Ses propres biais, tu vois, ses propres blocages. Très souvent, moi, ce que je remarque, c'est que on n'a pas de mise en perspective. C'est-à-dire que je vois mon problème de mes yeux, de ma hauteur, et je ne prends pas de perspective. Donc le fait d'aller clairement en parler, c'est hyper important. Le fait d'en parler à des gens plus avancés, c'est le truc le plus intuitif qu'on pourrait donner. En fait, c'est bien, mais c'est pas tout. Je trouve que c'est hyper important pour avoir d'autres perspectives, de parler avec des gens qui sont moins avancés, donc qui sont un peu plus naïfs. Je veux dire, un peu de remettre du bon sens paysan en fait dans nos stratégies. C'est plutôt pas mal. Donc c'est clairement aller expliquer ce que l'on fait et essayer de trouver les angles morts. Donc par exemple, un client, c'est super bien parce que le client il est moins avancé sur la résolution de son problème. Sinon, on n'aurait pas une boîte de conseils pour lui vendre justement une solution. Justement, co-construire avec le client, je trouve que c'est hyper intéressant. Et ensuite, avoir un collège de pairs, en tout cas, avoir des potes, des compagnons de voyage qui sont au même niveau. Et donc, si on a des gens plus avancés, des gens au même niveau, des gens moins avancés sur la résolution du problème, déjà on change de perspective. Et si on change de perspective, on peut tout simplement trouver on peut trouver les angles morts. Voilà. Clairement, c'est ce qu'on vient chercher. C'est assez basique, mais c'est en gros un maximum de co-construction, quoi. Beaucoup de questions, vraiment un travail de. C'est vraiment du bon sens paysan, quoi. Il faut remettre du bon sens paysan, pas surcomplexifier, surtout quand on est dans une phase de lancement. Si on parle d'un business qui veut passer de 500K en service par an à 1 million, là, on va se poser des problématiques. On va devoir creuser plus loin dans le business. On va devoir aller voir des choses plus subtiles. Mais au départ, c'est extrêmement simple en fait. C'est vraiment un travail de création de network, quoi. Je le vois vraiment comme ça. Moi, mon business aujourd'hui, donc j'ai le podcast, j'ai le mastermind et j'ai 2 produits, donc le mastermind et l'incubateur. Au final, autour de moi, j'ai 200 contacts, j'ai 200 personnes. Et ces 200 personnes, dont tu fais partie par exemple, j'ai réussi à t'avoir sur le podcast. T'es venu en conférencier dans le mastermind. Peut-être qu'un jour on montera des trucs ensemble et on aura des deals ensemble. On a failli co-investir dans des boîtes ensemble, etc. Voilà. Mais en fait, des bonhommes comme ça, en fait j'en ai 200 autour de moi et ça me permet de faire tourner 3 trucs importants. Mon podcast qui fait pas mal de vues, l'incubateur qui gère pas mal de clients et le mastermind qui commence vraiment à avoir un poids sur le marché. Et donc j'ai pas besoin d'avoir des millions en fait de contacts, quoi. C'est vraiment par contre c'est des relations bien faites, quoi, bien construites. Comment tu nourris tes relations, toi? Je me pose souvent la question de comment je pourrais améliorer en fait ça. Je t'avoue que j'ai pas la clé. Je crois que ce qui fonctionne c'est d'être le moins transactionnel possible. Ce qui est bizarre, hein. Ce qui permet de faire un maximum de transactions, c'est d'être le moins transactionnel possible. Donc, en fait, c'est d'avoir des moments, passer beaucoup de moments. Alors, c'est sûr que c'est chronophage. Mastermind, c'est génial pour ça. Les podcasts, c'est absolument génial pour rencontrer des gens et entretenir la discussion sur le long terme. Mais je t'avoue que j'ai pas théorisé la façon de le faire comme il faut. Je pense que si c'est pas naturel, ça fonctionne pas. D'ailleurs, tu le vois, hein, quand on te sollicite et que c'est pas naturel, t'as pas du tout envie d'entretenir le truc, quoi. Et donc là, on est arrivé tout à l'heure, tu vois, il y a Sixtine qu'on a croisé. Sixtine, je suis trop content de l'avoir là, mais c'était pas prévu. Du coup, là, on remet en fait une pièce dans le jukebox, quoi, tu vois. Et on s'est vu, du coup, elle va venir à Bordeaux, on va faire des trucs ensemble, etc. Moi, j'ai dit, il faut que on bosse ensemble en début d'année, il faut que tu me fasses une proposition, etc. Mais ça s'est fait de manière complètement naturelle. C'est un peu les règles de bonne règles de courtoisie. T'appelles mamie de temps en temps pour prendre des nouvelles. J'ai envie de dire, il faut faire un petit peu pareil, quoi. Okay. C'est un peu ça aussi pareil, c'est extrêmement basique, mais non, j'ai pas théorisé plus que ça. Il y a tellement de gens qui sont dans le pur transactionnel, c'est hallucinant. Les gens ne se rendent pas compte que le meilleur message de prospection, notamment sur LinkedIn, c'est hello prénom, tu permets que je te pose une question. On l'a testé, hein. 40 à 50% de réponse. C'est légendaire. Tu crées du lien relationnel pur et derrière tu fais évoluer le truc. Les gens en fait ont cette idée
cette approche très funnelisée Ouais, exactement. du business, ils réfléchissent en lead. J'en ai marre qu'on parle de lead, moi. Moi, je parle, notamment en prospection, je parle de conversation engagée. Moi, ce que je demande à mes SDR, et c'est ça que le setting a apporté notamment, c'est de ne plus réfléchir en lead généré, en rendez-vous booké. C'est un indicateur intéressant, mais c'est de réfléchir en nombre de conversations engagées par jour. Et après, loi des grands nombres, on sait que sur les conversations engagées, on va en convertir en moyenne, à terme, 20 à 30% en rendez-vous. Ça, on le sait. Donc maintenant, derrière, c'est combien de conversations qualitatives t'engages avec des contacts à qui on peut potentiellement apporter quelque chose à tout moment dans l'échange. En tant que prestataire, ça peut être en tant que juste que pourvoyeur à un moment donné d'une solution, on leur envoie un contenu, juste on échange un petit peu, on voit où ça mène. Mais vraiment changer ce paradigme-là, ça change énormément de choses. Et pour tout, tu vois, pour ton en business, dans la vie et tout. Et ça, c'est un truc que je trouve d'ailleurs, je te le dis, tu fais vachement bien. Parce que on sent qu'il y a une vraie sincérité de ton côté. Ah ouais. Et ça change, ça change tout là-dedans. Enfin, on sent que t'es pas intéressé, tu vois. Ben en fait, je vois comment moi j'ai envie d'être prospecté ou du moins qu'on entretienne. Ouais. En fait, tu vois, je me mets je me mets à la place de la personne avec qui je vais entretenir le truc. Bah, j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on me gonfle en fait. J'ai envie que ça soit naturel, j'ai envie que ça soit instinctif quoi. Tu vois, que ça soit simple, qu'il y ait pas que ça soit pas complexe. Et donc bah j'essaie d'avoir la même approche quoi. Et donc ça va marcher avec des gens. En plus de ça, ça marche avec des gens qui sont, si je pars de mon cahier des charges, des gens qui me ressemblent. Donc ça marche 2 fois plus, tu vois. Et là encore, c'est une histoire de bon sens quoi. Moi je le vois comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des trucs à résoudre. Il faut passer pour le mec sympa, enfin il faut l'être. Et en plus de ça, il faut communiquer sur son expertise. Et il n'y a pas besoin de faire d'appel à l'action entre les deux particulièrement. Il y en a besoin, on peut le faire de temps en temps, mais ça va se faire naturellement. C'est déjà arrivé, hein. Tu te fais prospecter par une boîte où tu vois une pub. Ça t'éveille sur ton truc et derrière tu dis attends, ok, je viens de comprendre en fait qu'il y avait une solution à résoudre un problème. Qui j'ai, alors que t'as la personne au téléphone où tu viens de voir la pub, qui j'ai dans mon réseau qui va pouvoir me permettre de résoudre le truc, alors qu'en fait c'est clairement, tu vas chercher le concurrent de la personne qui t'a prospecté. C'est presque ingrat parce que du coup, la personne, elle a fait l'effort de te trouver, de t'éveiller sur le truc. Et tu dis, en fait, t'as juste pas envie dans l'agression commerciale. T'as pas envie d'accepter ça. Moi, c'est hyper souvent. Ça m'est arrivé chez moi l'autre jour. Jardinier qui vient et qui te dit, vous avez de la mousse sur votre toit. Tu vois le mec qui vient, en fait, ouais, mais j'ai pas du tout envie de bosser avec lui. Tu vois, ça, il y a un peu agression commerciale, la façon dont il prospectait. Clairement il m'a éveillé sur le problème et c'est un truc que je vais devoir résoudre chez moi, tu vois. Mais j'ai pas du tout envie de bosser avec lui, tu vois. Et c'est pas toujours le cas. À certains moments je me fais prospecter, j'accepte d'acheter, mais c'est dommage parce que si c'était pointé, imagine si c'était pointé, il sonne chez toi gentil et tout, bonjour et tout. Alors vous me connaissez pas, je suis jardinier, mais j'ai vu que vous avez de la mousse sur le toit, ça peut être potentiellement dangereux. C'est cadeau, voilà, je vous l'enlève. Voilà, c'est pour moi parce que j'ai pas envie que vous ayez à refaire votre toiture dans 6 mois. Exactement. Bah oui. Ça avec un ancrage sur le prix de la toiture. Exactement. Il a gagné un client à vie. Exactement. C'est exactement ça. Mais tu vois, dans la forme, ça allait pas. Et du coup, t'as pas envie. Mais c'est comme les emails. Le fait d'envoyer des emails. Tout à l'heure, on parlait des croyances et des choses que les gens étaient pas spécialement prêts à faire au départ. Le fait d'envoyer des emails, et d'avoir l'impression de spammer, ça, c'est un truc qu'on l'a très souvent. Nous, en l'occurrence, on ne recommande pas aux gens de spammer. Commande d'envoyer des emails de la même manière qu'on aimerait les recevoir. T'as toujours des clients qui disent non mais moi je suis pas sensible au marketing. Bon, c'est là tu sais que c'est voilà. T'es dans mon bootcamp donc voilà, exactement. Et comment tu les, parce que là 7000 en 2 ans c'est énorme. Comment tu les remplis tes bootcamps? Alors aujourd'hui, on fonctionne que avec de l'affiliation. Et il y a jamais eu une pub de nous. On n'a jamais eu à promettre des choses une surenchère de la promesse. On n'a pas eu à le faire. Donc moi, je suis assez fier de ça. Et la façon dont je les remplis, c'est que toujours pareil, dans le cadre des relations, des potes d'internet, infopreneurs, organismes de formation, consultants, experts, etc. En fait, on a tout un collège d'affiliés qui vont eux former sur une compétence métier et nous on se place dans leurs produits en disant voilà, tu vas par exemple, je prends le cas Nassim par exemple qui a une grosse chaîne sur la muscu, lui va former à devenir coach sportif. Ça il dit? Ouais. Ah c'est un pote? Ouais. Ok. Mais c'est un affilié surtout. Moi je sais pas. Ouais, c'est un affilié. Et moi je suis très pote avec son associé. Et du coup Nassim il va former à prendre en charge un client en tant que coach sportif. Avant ça, il faut trouver le client,
faut structurer sa boîte, il faut communiquer sur son expertise, il faut mettre sur pied une offre et puis la commercialiser. Ben ça, c'est notre boulot. Et donc on peut avoir le fameux coach sportif dont je parlais tout à l'heure, mais on peut également avoir la femme de monsieur qui va devenir coach sportif, qui elle va devenir architecte d'intérieur, pour reprendre encore ces deux exemples. Et en fait, elle a les mêmes problématiques, ces compétences transversales de l'entrepreneuriat. Et donc nous, on se maque avec des gens qui vont former des entrepreneurs sur la compétence métier, et nous on s'occupe des compétences transversales. On leur explique que ce qui va les lancer, c'est leur passion pour le sport, par exemple dans le cas du coach, mais ce qui va le faire perdurer, c'est sa capacité à avoir bien structuré sa boîte, et à bien communiquer, et puis à bien et avoir une structure juridique saine, et bien communiquer et bien commercialiser ses offres. Donc on se maque avec eux, et puis on a un gros un gros pourcentage de reversement pour nos affiliés, et on les prend en charge. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on arrive au départ. Combien? C'est indiscret de demander combien, ou? On va être entre 50 et 70%. Okay, c'est énorme. De reversement, ouais. Mais ça c'est le secret de l'affiliation, en vrai. C'est Evernote. Evernote, c'est comme ça qu'ils sont, tu vois, ouais. C'est comme ça qu'ils sont sauvés, en fait. Au départ, ils lancent le produit, il se passe rien. Ils sortent un e-book, ils le mettent sur toutes les plateformes de e-book, ils reversent genre un truc comme 90% du chiffre d'affaires du e-book. C'est un e-book sur la productivité qui explique évidemment que la solution pour être plus productif, c'est d'utiliser Evernote. Et c'est comme ça, en fait, que c'est devenu Evernote. Si je le vendais directement avec des ads, une équipe de sales, etc., ma marge ne serait pas meilleure. Donc, je m'occupe que de la livraison. Donc, moi, ça me va très bien. Et j'entretiens des relations avec mes potes. On leur donne des coups de main aussi à eux pour pousser leurs offres, puisqu'on est dans leurs offres. Et entre la première année et la deuxième année, pourquoi on fait moins de chiffres? Parce qu'en fait, on a moins d'affiliés. Parce qu'on va avoir des meilleures relations avec des affiliés. On va pouvoir faire du contenu avec eux. Pouvoir faire ce qu'on appelle le co-branding, donc bundleiser en fait nos offres, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, et après du referral, j'imagine, du coup. Exactement. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est très souvent quand quelqu'un entreprend, son entourage, enfin il donne envie à son entourage d'entreprendre, donc il y a ce côté aussi où recommandez vos potes, faites-les venir au bootcamp. Ça on essaie donc du coup de faire de nos clients des prescripteurs. Vu qu'on prend en charge le client au début de sa formation, en fait, on permet aussi d'avoir un meilleur succès client pour nos affiliés. Parce qu'on va leur dire, OK, sur 90 jours, il va falloir que tu remplaces tes revenus de salarié en revenus d'indépendant. Et il va falloir aussi que tu te formes sur tes compétences métiers. Donc oui, il va falloir faire ton site, il va falloir monter ta boîte, mais il va falloir aussi que tu avances dans la formation de Nassim ou de je sais pas qui. Et donc, en fait, on les accélère aussi. Et on leur met une cadence sur 90 jours, un plan de 90 jours, des OKR bien précis. Il n'y a plus qu'à après. Là, si tu devais nous donner un petit peu le playbook de l'affiliation, demain, tu dois lancer un nouveau projet. T'as pas envie de t'embêter à embaucher des sales, t'as pas envie de t'embêter à faire de la distrib, t'as envie de te concentrer sur ton produit. Qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu procèdes? Alors, l'affiliation, moi, je trouve que c'est intéressant de le faire. En tout cas, je l'ai souvent fait comme ça, dans un bundle. Si, par exemple, je fais une affiliation avec Scalesia, je vais essayer de trouver quelque chose à ajouter à votre produit. Donc, en fait, ça fait un stacking positif. Ton offre plus la mienne, ça fait un truc de ouf. Pas proposer un truc qui est incohérent. Ça paraît un peu basique, mais on se rend compte que souvent c'est pas le cas. Si demain tu vends tu vends un accompagnement pour apprendre à investir en crypto, clairement moi mon bootcamp il va servir à rien. En gros, t'es investisseur crypto, tu vas pas être t'as pas besoin de ça. Donc ça c'est vraiment hyper important pour que ça ait du sens. Ensuite, il y a pour que ça perdure, que ce soit pas juste le coup d'un soir, il faut avoir amené de la transparence, hyper important. Nous on a développé un CRM qui permet à nos affiliés de savoir en fait combien ils ont dans le pipe, où ils en sont, combien on va leur reverser, combien il y a en attente, etc. Donc c'est vraiment hyper important, cette transparence et co-construction quoi. C'est vraiment hyper il faut que ça soit logique pour le client final. C'est pourquoi je vais rajouter, pourquoi je vais me faire upsell sur ce truc-là. En fait parce que ça a du sens et du coup on te l'explique bien. C'est pas juste un one click upsell après un achat quoi. OK, vraiment que ça ait de la valeur, ça rajoute de la valeur à absolument l'intégralité des parties prenantes. Ouais. Que ça devienne une évidence finalement. Ouais. Okay. Et puis il faut que ça soit une accélération aussi pour l'affilié. C'est que nous il faut qu'on soit un outil. Il faut qu'on soit un outil pour l'affilié. En fait, on permet vraiment de la prise en charge. On passe 8 heures dans un bootcamp avec la personne qui rentre dans la formation. Donc, on est clairement, on va lui faire péter plein de peurs et on va lui mettre un plan d'action pour justement avancer sur sa roadmap. Donc, ça maximise le succès client. On le voit. Nos affiliés, quand ils vendent avec nous, quand ils vendent sans nous, ça se passe toujours mieux. Toujours j'abuse, mais ça se passe très souvent mieux quand en fait les gens ont pris notre produit en complément, parce qu'en fait on les fait passer à l'action quoi. L'intérêt d'avoir des sales, l'intérêt d'avoir des landing pages, l'intérêt de mettre en place des funnels, c'est que tout l'aspect réassurance, tout l'aspect closing, tu peux t'en charger avec les bons curseurs, avec les bonnes garanties, les bons éléments et tout. Je t'apprends rien. Mais quand tu délègues ta vente à des tiers,
comment est-ce que tu t'assures justement de que le message soit pas travesti ou qu'il n'y ait pas de exactement, ouais. et puis surtout délivrer le bon niveau d'information, Exactement. quoi. Ne serait-ce que pour d'un côté ne pas perdre la vente parce que t'as pas la bonne quantité d'informations. Mais le côté réglementaire surtout. Réglementaire, exactement, et ne pas avoir aussi un effet déceptif de quelqu'un qui n'a pas finalement compris exactement ce qu'il achetait et qui au final se retrouve dans le bootcamp, n'attendait pas ça, et derrière je te retrouve avec des conflits à gérer en interne, potentiellement des demandes de remboursement, enfin ça crée du bruit pour rien. Et comment est-ce que tu gères cette partie-là? Tu mets le doigt sur le truc qui a fait qu'on a gardé que la moitié de nos affiliés. D'accord. C'est justement de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec eux, à faire du contenu. Tout le funnel, en fait on l'a codé. C'est une extension du CRM qu'on a codé également. Tout le pitch, tout le contenu. On passe beaucoup de temps avec l'affilié pour justement construire quelque chose de cohérent. Donc on fait des vidéos ensemble, on fait du contenu textuel ensemble, il y a tout un système de support, que ça soit l'équipe de l'affilié, soit la nôtre, à n'importe quel moment, les personnes peuvent avoir accès au support. Et ce support, il y a la même base de connaissances. Il y a également les 2 équipes support qui ont des meetings. Donc en fait, on est vraiment, si je parle crûment, on bouffe dans la même gamelle. Donc du coup, on est sur le même, on bosse ensemble. On n'est pas juste affiliés. Pour le coup, on est associés sur ces co-branding là. Et ça, pour bien le faire, il nous fallait moins d'affiliés parce que clairement c'était pas tenable. Mais il faut que je fasse une petite vidéo avec chacun des affiliés, il faut qu'on bosse dessus, il faut faire les meetings hebdo. Bon, mais sur 70 c'est compliqué, sur 30 c'est vachement plus simple, quoi. Donc ouais, mais tu mets le doigt, et surtout que nous on a une dimension réglementaire. On est dans le monde de la formation professionnelle, c'est hyper encadré. Il y a des escrocs qui ont fait n'importe quoi, forcément ils sont regardants, ce qui est plutôt normal, et sinon le risque il est énorme pour nous. Et clairement je suis pas prêt à aller en prison pour une mauvaise affiliation, quoi. C'est pas l'idée de départ, quoi. Mais c'est une très bonne chose pour toi que ce soit très réglementé. Oui, 100%, parce que c'est même garanti de dire on est scanné en permanence. Exactement. Donc si on est encore là, c'est que on fait pas n'importe quoi, quoi. Ouais, exactement. L'an dernier on a eu un contrôle sur 120 dossiers en même temps, blocage des fonds pendant 3 mois, on a répondu comme il fallait, on a reçu un email, contrôle terminé. On a reçu le lendemain la moitié, puis ensuite sur 2 mois ils nous ont payé le reste. Et mais là t'as un gros coup de chaud, hein. Si waouh, parce que c'est énorme en somme d'argent, ça représentait beaucoup d'argent. Mais là tu dis waouh, est-ce que tout est bien, tout est nickel. Bon, ben ça nous sert maintenant de jurisprudence. On garde le même process, on l'améliore en continu, mais on le dégrade pas. Et donc voilà, mais c'est grâce à la rigueur, et je pense que 90% de nos concurrents, enfin, du moins des concurrents sur ces dispositifs de financement, ils se seraient fait sauter et ils auraient des problèmes, parce que il y a très peu de gens dans le monde de la formation de pro qui font réellement bien les choses. Ça c'est une réalité, hein. 120 dossiers d'un coup. Ouais. C'est énorme. C'est 1000 pages la réponse. Waouh. Par contre, le défocus, c'est intense. C'est 4 personnes à temps plein, ouais, clairement. Et on a la chance d'être bien staffé en juridique. Du coup, Alice, que tu as rencontré, mon épouse, qui est mon associée, mène très bien les opérations, ce genre de trucs-là. Elle est spécialiste dans la gestion de crise, Alice. Ah ouais? Ouais. Donc voilà. Non, mais c'était challengeant. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, t'as tes collaborateurs, t'as tes affiliés, t'as un peu tout ton monde qui s'effondre si jamais tu fais mal les choses. Donc t'as envie de vraiment bien faire les choses, tu vois. Il y a aucun doute sur le fait qu'on veut être ultra réglo et qu'on veut répondre à leurs exigences, quoi. Elles sont reloues, les exigences, on va pas se mentir, mais on peut pas se permettre de... Elles sont ce qu'elles sont, quoi. Ouais, exactement. Je veux bien qu'on parle rapidement, justement, de l'entrepreneuriat en couple. Ça te dit? C'est sport, non? Ah ouais, non, mais par contre, en ce moment, c'est la question qui revient tout le temps. Ouais. C'est la question qui revient tout le temps. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment vous organisez, déjà? Chacun son, tu vas nous prendre pour des fous, mais chacun son territoire. J'essaie de l'embêter le moins possible. Alors déjà sur son territoire, elle est bien meilleure que moi, et sur le mien, je suis bien meilleur qu'elle. Donc déjà, c'est plutôt bien. Et là, où tu vas nous prendre pour des fous, c'est que si on doit parler de boulot, elle a un lien Calendly pour booker un meeting avec moi. On parle pas de boulot en dehors de ça. Donc voilà. Et en fait, ça nous va très bien comme ça. Nous, notre vie de couple, on a 3 vies. On a le côté avec les gosses. On les élève d'une certaine manière. On est très alignés là-dessus. On a le côté, on est tous les deux et on va rigoler, on va faire des concerts et on te croise au Hellfest, et voilà. Et il y a le côté où on est associés. Et vraiment, il n'y a pas de mélange. Il y a pas les frontières, sont vraiment marquées. Il y a pas de, voilà, on parle pas de boulot quand on mange avec les gamins. On parle pas de boulot quand on part en vacances. Et on parle pas des gosses quand on est au boulot. On a toujours bossé ensemble. Ça s'est toujours bien passé, j'ai l'impression. Après, on a vraiment besoin de nous cloisonner. Donc, je pense que ça nous fait un bien de ouf. Et aujourd'hui, faire un truc
Sans elle, ça serait, en tout cas de mon point de vue, c'est quasiment, c'est pas inconcevable. Ça pourrait, mais ça serait moins évident. Mais comme avec Baptiste que t'as rencontré, avec qui je collabore, et avec Flo aussi que t'as rencontré quand t'es venu à Bordeaux, c'est pareil. En fait, on est 4. Et j'ai pas envie d'entreprendre sans eux. Ça fonctionne bien, et donc j'ai envie c'est vraiment la relation d'associé, quoi. Et justement, tu parlais de crise parce que cette rigueur, j'imagine bien que quand tout va bien, ça tient bien. Mais en période de crise, où là vraiment crise, c'est relatif, mais en période de coup de chaud un petit peu, vous arrivez à tenir ce cloisonnement ou pas? Ouais. La seule difficulté, c'est que c'est un peu comme dans tous les couples, tu rentres le soir, t'as envie de te plaindre, tu vois, de ton taf. Le seul problème quand il y a une crise dans la boîte, c'est que les deux ont envie de se plaindre pour les mêmes choses. Donc c'est chiant. Tourne en rond. Mais par contre, moi j'ai envie qu'elle me dise tel affilié pas cool, il me répond pas à mes mails, ou alors moi relou, j'avais un truc à écrire, là je l'ai pas fait, je sais pas. Enfin voilà, moi on a envie de se plaindre chacun de nos trucs, mais en fait on a l'impression d'avoir deux vies de bureau complètement différentes. Déjà on n'est pas géographiquement au même endroit où on travaille, et c'est juste ça qui est relou. C'est le fait que quand il y a une crise, que le soir on est dans la même galère, donc du coup on a les mêmes problèmes. Mais sinon non, c'est ça a vachement renforcé le truc. Et d'ailleurs avec l'équipe, parce qu'en fait, quand on a eu notre histoire de contrôle, en fait, on a expliqué ça à nos collaborateurs en disant voilà, il y a ce truc-là. C'est la première fois qu'on se fait contrôler sur un truc aussi gros. Il y a un risque. En fait, par mesure on anticipe, on licencie tout le monde et on verra ce que ça donne. Et à l'époque, on parle de 3,4 millions qui sont bloqués à la Caisse des dépôts. Hein. C'est beaucoup de sous, quoi. Et donc, on dit, on peut pas garder de gens. En janvier, fin décembre, ça se régularise. En janvier, on embauche tout le monde. Et la relation, elle est avec les collaborateurs, elle est juste dingue. Parce que du coup, ils nous ont apporté du soutien. Ils ont vu qu'on était en galère et qu'on faisait les choses bien. On n'allait pas attendre d'avoir une mauvaise nouvelle pour leur dire, désolé, les gars, on peut pas vous payer, quoi. Pareil avec les affiliés. Sur notre modèle économique, tu dis, waouh, ça m'a mal se passer. Ça s'est hyper bien passé. Il y a eu aucun problème sur il y a eu aucune suspicion on veut la mettre à l'envers à quelqu'un. Ça a été hyper réglo. Ils ont vu qu'on a fait les choses bien. Ils ont vu qu'on s'est battu pour vraiment faire perdurer ce modèle-là. Du coup, là, ça s'est renforcé. Et pareil avec Alice. C'est clairement, on sait que on est bon pour. Moi, je suis bon pour voir loin. Et elle est bon pour réaliser le truc, quoi. C'est vraiment le maître d'œuvre. Moi, je suis l'archi, elle est maître d'œuvre, quoi. Si on fait l'analogie avec les métiers du bâtiment, c'est vraiment ça. Et là, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne, quoi. Parlons un peu du mastermind. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le lancer? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, genre là, c'est le bon format pour moi? Parce que t'es un des premiers, il y en a peu des masterminds en France aujourd'hui. Alors moi, j'étais client déjà de mastermind. Okay. Je suis client du mastermind de Romain Collignon, qui est un pote et qui est devenu un pote, et du coup qui m'a beaucoup aidé. Moi dans le développement de ma boîte, et ce qui m'a donné envie, c'est justement suite à notre contrôle Caisse des dépôts l'an dernier, je me rends compte que le bootcamp, il faut que je spécialise vraiment dans la création d'entreprise. Okay. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner les gens à scaler. Mais en fait, c'est beaucoup trop tôt. Ce que je veux leur apporter, ils en ont pas besoin au moment où ils viennent dans le bootcamp. Ils ont besoin d'avoir des notions, ils ont besoin d'avoir des grands principes pour se préparer, aller plus loin. Et puis il y a des gens qui ont du succès rapidement. Et je me suis rendu compte que là, c'était pas possible, c'était pas le moment. Fallait une étape après. Et donc je me suis dit il faut le public adapté, toujours pareil. Et j'ai appelé mes potes. J'ai dit les gars, je vais tenter un truc. 1er mars, je démarre un mastermind complètement gratuit pour 3 mois. Et à l'issue de ces 3 mois, voilà l'idée de mon offre. C'est l'occasion d'en discuter. Voilà, on fait le mastermind, conditions même qualité que si c'était payant. Et au bout de 3 mois, je vois si j'ai envie de le faire, et vous voyez si vous avez envie de le rejoindre, mais vous avez aucune obligation. Pendant ces 3 mois, j'ai vu des choses il y a des choses qui m'ont passionné, des choses j'ai dit ça il faut que j'améliore. Au bout de 3 mois, j'ai dit voilà, comme promis, voilà l'offre. On reste sur les tarifs que j'avais annoncés, qui même me suivent, et ça s'est bien passé. Et donc ça s'est fait pareil, ultra basiquement. Et pourquoi ça s'est fait? C'est juste parce qu'en fait j'ai envie de parler de croissance et de structuration, et que sur mes clients à ce moment-là, clairement ils étaient pas encore assez avancés pour bénéficier de ça. Et donc là je mets vraiment les mains dans le business, et je suis très content, et voilà. Mais je l'ai vu, parce que tu crées vraiment là l'apport de valeur, il est intuitu personnel, quoi. Tu vas vraiment passer le temps qu'il faut avec les participants pour leur délivrer du conseil, leur donner du feedback, et ça fait toute la diff en fait. Qu'est-ce qui fait un bon mastermind selon toi? Casting. Ah ouais? Ah ouais, j'hésite même pas une seconde. Le casting.
C'est tu mets un verre dans la pomme, ta pomme elle est pourrie. Bah là, le mastermind, c'est exactement pareil. Ça va être une vraie gymnastique parce qu'il y a pas peu de monde. Hein. Et exactement. Bah, ça boucle avec le fait, la conversation qu'on avait tout à l'heure sur le fait de créer des relations. Mastermind, c'est l'endroit idéal pour créer des relations qui vont faire avancer le business. Normalement, dans la vie de tous les jours, enfin, je sais pas comment est ton entourage, mais on a le podcast, donc ça travestit un peu le truc, mais en gros, t'as 10% des gens avec qui tu partages ta vie, qui vont t'apporter dans ton business, quoi, à peu près, tu vois. Mastermind, c'est potentiellement 100%. Donc, t'as 35 personnes, enfin, c'est des relations ultra qualitatives. Si les gens sont pas dans la coopération, mais ils sont dans le démarchage. En plus, moi, mon angle, c'est beaucoup de business de service et de vendeur de formation. Parce que, c'est les deux métiers que j'ai moi-même fait. Donc, les deux industries que je connais bien. Si tu mets, un frotteur, moi je l'appelle comme ça, qui vient clairement faire de l'agression, pour closer tout le monde, ça marche pas. S'il rend mal à l'aise les gens, ça marche pas. Quelqu'un qui est pas coachable, ça marche pas. Parce que les oui mais, ça te pourrit un groupe. Parce que quand tu donnes un conseil à Pierre, il faut que ça serve à Paul et à Jean aussi, tu vois. Donc pour moi c'est ça, coachabilité et quelqu'un qui est là pour collaborer et non pas prospecter. Et ce qui est, comme on le disait tout à l'heure, ceux qui viennent pour collaborer, ils font du business avec les autres, hein. Mais ils le font bien en fait. Exactement. Et donc c'est ultra important. Et après moi j'ai un groupe un peu particulier, je crois qu'ils aiment bien me picoler, donc du coup je leur organise de belles petites soirées aussi. Donc on fait un peu de sport, un peu de picole et puis beaucoup de business, quoi. Les deux en même temps. Exactement, c'est pas mal ça. Paddle picole. C'est ça, exactement. Avec le verre de pastis sur le bord, voilà. sur le banc. D'ailleurs, c'est un exemple c'est une anecdote qui moi m'a marqué. C'est j'ai participé à un de vos cerveaux collectifs. Ah. Alors, t'appelais pas. C'était Hot Seat, ouais, c'est le Hot Seat. Hot Seat. Et où il y a un des participants qui venait avec une de ces problématiques et en fait on l'a conseillé. Et ça m'a marqué parce que justement il se posait pas mal de questions sur sa façon de faire. Il voulait lancer une formation. Il avait justement cette approche que tu disais tout à l'heure, très monolithique, où il voulait que son offre fit le directement, truc parfait de suite, parfait de suite et tout. Et en fait, on lui a dit, non, mec, fais tout l'inverse. Trouve tes premiers clients, trouve des gens qui sont prêts à acheter sur la base de la solution que t'apportes à leurs problèmes. Faut déjà qu'ils t'achètent toi. T'élabores le truc avec eux. Au gré des patterns que tu vas identifier. Et en fait, on a pas mal discuté. Il y avait du challenge de son côté, il challengeait un petit peu parce que forcément, c'était un réapprentissage pour lui. Et en fait, il nous a écouté. Ouais, surtout qu'il a un haut niveau de technicité en plus. Ouais, donc forcément, c'est compliqué de désacraliser ce truc-là. Il est très bon dans ce qu'il fait. Exactement. Il est très bon dans ce qu'il fait. Et ça se sentait d'ailleurs. Et en fait, ça m'a fait vachement plaisir parce qu'une semaine après, il a publié un post sur LinkedIn où il témoigne du fait que il a écouté ces conseils-là. Quand en une semaine, il a vendu pour 9 800 € de Presta. Exactement. Justement pour aller dans la droite lignée de cette formation qu'il a envie de créer à terme. Mais là, pour l'instant, il s'est dit, OK, je vais y aller en mode, je vais d'abord trouver des clients, je vais vendre, je vais valider la liquidité du problème que j'adresse. Et on y va, quoi. Ouais. Mais les conseils que tu avais apportés étaient ultra pertinents. Et ouais, il a fait un message. Et ce qui est bien avec lui, c'est que il n'a aucune faculté à mentir. Donc là, il a fait ce témoignage-là. Il est ultra. C'est pas il y a zéro bullshit. Donc c'était vraiment. Ça l'a vraiment aidé. Et tu vois, passage à l'action ultra rapide. Il a dû mettre en ça m'a impressionné. Voilà. Et une semaine après. Une semaine après. C'était impressionnant. Donc non, mais ça c'est absolument, ça c'est vraiment génial. Et c'est sur cette tranche de maturité de business, 250K, en l'occurrence lui il faisait déjà un peu plus d'1 million hein, déjà de chiffres sur une partie de son activité. En fait, le passage à l'action, mais là c'est, en fait tu vois que plus les gens se sont avancés, la vraie différence entre les gens du mastermind et de l'incubateur, c'est la rapidité d'exécution. Et ça impacte évidemment la rapidité de succès, quoi. Enfin, forcément. Mais c'est que ça, en fait. C'est pas réfléchir. Et go. Juste constituer le pactage minimum et go à la guerre, quoi. Quelqu'un que je suis en mode consulting, comme ça en parallèle de ce qu'on fait avec Skelesia, j'ai été impressionné aussi. Parce que il m'a dit, alors, notre deuxième call, je fais des calls de 45 minutes, 1 heure, il dit, je veux être la plus belle, je te le dis, je veux être la plus belle réussite de Skelesia. Je veux être la plus belle success story et tout. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a revu ensemble, on a affiné son positionnement, on a trouvé sa niche, on a bossé sur un peu tous les pans, hein, clairement, sur lesquels il avait besoin. Donc à chaque fois, moi, j'exécutais pas, c'était du consulting, c'est de la consultation pure. Je lui donne à chaque fois un plan d'action. Ce qui m'impressionne, c'est que systématiquement d'un call à l'autre, il avait fait 120% de ce qui avait été fixé. Il avait fait
toujours systématiquement plus et toujours dans les temps, quoi. Et en fait, aujourd'hui, ses résultats sont hallucinants. Il a doublé ses revenus qui sont passés en MRR maintenant. En plus. Donc, il est passé de 15 à 25K par mois en CA à aujourd'hui, là, il va taper les 50K de MRR en 6 mois. Et enfin, je n'ai rien fait d'autre que lui donner un plan d'action, mais sa capacité d'exécution a fait toute la différence. Et c'est ce que j'ai constaté aussi chez ce participant au mastermind, je vais pas donner son nom, mais qui on peut, je sais pas. Ouais, mais... peu importe. Hein. Il a un prénom que tu connais bien en plus. Il s'appelle Benoît. Mais ouais, non, c'est clair. Non, mais il est et tu t'en rends compte. Moi, j'ai des membres. Ils me font des comptes rendus. On raccroche le Zoom, tu vois. On prend congé à la semaine prochaine. Je reçois un compte rendu normalement, c'est à moi de le faire. C'est moi qui le fais. Je vois toujours le lien de Notion dans le Slack. Et là, ils sont proactifs, quoi. Ils le font avant moi. Tu sais que là, peu importe ce qu'ils vont mettre en place, juste la mentalité derrière ça, ça va forcément être du succès derrière, tu vois. Après, c'est juste une question d'itération, mais t'as tout le setup, quoi. Si t'es dans ce mindset-là, t'as tout le setup pour arriver pour scaler, pour tout péter, quoi. C'est dingue. Et t'en as d'autres qui ont encore des blocages, et puis tu remarques aussi c'est par saison. Les gens qui sont hyper actifs, au bout d'un moment, et là tu te rends compte que c'est pas un problème de business, tu vois. Qui se retrouvent face à un inconfort en fait, ouais, et exactement, ça un petit exactement. peu, ils se renferment. Ouais, ça se grippe un peu, cyclique, tu vois. Hein. Ouais. Et là, on rajoute une dimension plus mindset. Moi, c'est pas mon taf de faire ça. Moi, j'ai un profil d'ingé, développeur. J'essaie d'être le plus cartésien possible dans le business. D'ailleurs, je m'occupe du business. Il y en a, ils disent, voilà, c'est un mastermind d'entrepreneur. Moi, c'est un mastermind. Je compte en entreprise. D'ailleurs, j'ai des couples d'associés qui viennent. Mon patient, mon client, c'est la boîte. Mais je sais que la part de l'individu est hyper importante. Je me fais coacher, je vois pas pourquoi mes clients le feraient pas. Et donc du coup, je suis en train de réfléchir à ajouter ça et toujours ajouter des features pour toujours pareil en mode perspective, ajouter des perspectives, tu vois, pour régler le problème. Tu vois. C'est quoi le truc qui apporte le plus de valeur dans ton mastermind selon toi à tes clients? Ils sont pas tous. Alors, pour le coup, j'ai fait un sondage. C'est à peu près moitié-moitié. Il y en a qui vont dire que c'est le réseau, le network. Et il y en a d'autres qui vont dire que c'est le fait que dans ce mastermind, plus qu'ailleurs, on met vraiment les mains dans le business. Moi, je suis en office hour tous les mardis après. Je suis en hot seat tous les vendredis matins. Donc, je passe beaucoup de temps avec eux. Beaucoup de temps sur le business, et en plus de ça on a des rencontres. Je pense que moi j'ai envie que ça soit ça parce que du coup c'est ce que j'apporte dedans, mais c'est pas tout. C'est qu'il y a une autre partie qui viennent pour le réseau. T'as reçu Jérémy Coleman. Jérémy il est dans le mastermind depuis le départ, il m'a fait confiance depuis le début. Jérémy c'est le réseau à fond. Jérémy, je vais pas lui apprendre le marketing, il est super fort. Lui c'est le réseau. C'est de se faire des potes et puis de maîtriser l'environnement, quoi, tu vois, d'avoir vraiment un environnement qui est adapté pour se faire des bonnes relations pro et se poser des bonnes questions pour avancer le business. Donc il y a ces deux trucs là. Les inputs vraiment le conseil et à côté le network, quoi. C'est plutôt bien parce que c'est clairement les deux c'est clairement les deux points, le casting et le fait de passer beaucoup de temps avec les clients, c'est mes deux priorités. Donc ça serait quoi pour finir les 3 conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui nous écoutent? De vraiment remettre je l'ai dit 10 fois, mais vraiment c'est pour moi extrêmement important de désacraliser ce que l'on fait. Il y a 99% de chances qu'on vende des vidéos ou des liens Zoom. Donc en fait, il faut aussi remettre du bon sens paysan, désacraliser le truc, avoir vraiment une thèse sur ce qu'on veut, une thèse sur le monde qui nous entoure et voir comment on peut essayer d'améliorer le truc. C'est vraiment ça. La façon dont on le fait, ça c'est pas. D'ailleurs, c'est le conseil que tu avais donné à Benoît. C'est pas nous qui allons le décider, c'est notre client qui va s'approprier le truc. Il va hacker ce qu'on va lui proposer. On doit juste l'aider à atteindre la destination. Le véhicule, on s'en fout. C'est pas important. Du moins, c'est pas à nous de le décider. C'est au client de construire son truc. Et entreprendre et être le plus souverain possible de son temps, vraiment avoir de la liberté. La liberté, ça a tellement été bullshité comme terme que j'aime plus trop ça, le dire, mais vraiment, être en maîtrise de ses revenus, c'est hyper important. Donc, entreprendre je suis à aucun moment accepter accepter les forces extérieures, quoi. C'est vraiment être le plus souverain possible de sa vie, quoi. C'est vraiment hyper important. Et moi, en montant mon solo business dans ma boîte,
tout seul. Alors ouais, j'envoie mes factures. Relou, tu vois, t'as 27 personnes et tu reviens à envoyer tes factures, à envoyer des relances, à envoyer des machins, des trucs. C'est pas grave. J'ai regagné en liberté, tu vois. J'ai resimplifié, j'ai remis du bon sens dans mon business. Et c'est l'année où je suis le plus heureux, tu vois. Et c'est l'année où, en plus, on va faire de très très beaux résultats. Il y a plus de force extérieure, tu vois. J'ai pas le poids de l'équipe, j'ai simplifié mon truc. Donc il faut toujours avoir cette porte de sortie et être le plus souvent possible. Pour moi, c'est vraiment hyper important.